Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, a rencontré le président de la transition. C'était au cours de sa visite de ce mardi 21 décembre 2021 à Bamako. Clôture des 6 jours d'ateliers de plaidoyer, d'information et de sensibilisation sur le phénomène des enfants en situation de rue. C'était ce mardi 21 décembre en commune 3 du district de Bamako. Et dans la page internationale, à suivre le témoignage du secrétaire d'État à la gendarmerie de Madagascar concernant le survivant du crash d'hélicoptère. Vous êtes sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali, et c'est justement l'heure du Djoliba Evening News dont c'était là le sommaire. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, était en visite ce mardi 21 décembre 2021 à Bamako, en tête d'une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ancien président nigérian a rencontré le colonel Assimi Goïta, président de la transition, à qui il a transmis un message de la CEDEAO, El Hadji Malik Guiteye. Cette énième visite du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, intervient à un moment crucial de la transition malienne où les autorités du Mali ont d'ores et déjà affiché les problématiques liées quant à l'organisation d'une éventuelle élection au mois de février 2022. Il s'agit là d'une des recommandations du dernier sommet de l'instance sous-régionale, c'est-à-dire rencontrer le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour échanger sur certains sujets. Depuis juin 2020, nous prenons part à certaines activités avec les autorités maliennes. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2021 et nous avons jugé opportun de rencontrer les autorités maliennes pour échanger sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas une grande réunion, ce n'est pas une grande rencontre en réalité. Même si Goodluck Jonathan n'est pas allé dans les fonds, tout porte à croire que la CEDEAO reste ferme sur le respect du délai de la transition. Et selon plusieurs informations, cette délégation de la CEDEAO serait venue transmettre un message de l'organisation sous-régionale, c'est-à-dire la publication du calendrier des élections d'ici la fin de l'année 2021. Pour le moment, les autorités maliennes campent toujours sur leur position, pas de calendrier avant la fin des assises nationales de la refondation, assises toujours en cours. Après des sanctions individuelles imposées aux membres du gouvernement et du Conseil national de la transition CNT en raison du retard pris dans l'organisation des élections, la CEDEAO a encore menacé les autorités maliennes lors de son dernier sommet à Abuja au Nigeria d'intensifier ces sanctions en janvier si toutefois le calendrier des élections n'est pas disponible d'ici fin 2021. Une délégation du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières conduite par son président, Sa Majesté Dada Awiyan Kokpon Oudegbe, a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Shogel Kokala Maïga, ce lundi 20 décembre 2021. Sur l'invitation de l'association d'Ambéton, ils étaient venus pour exprimer leur solidarité et leur soutien au peuple malien. Suivant le compte-rendu avec Omo Magalou et Moussa Tembine. Suite à la crise que traverse l'État malien, les rois de l'Afrique se sont rassemblés pour venir témoigner leur soutien et leur solidarité au peuple malien. Pour le président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles, les Maliens sont en droit d'attendre une pleine et entière solidarité de la grande famille africaine. L'heure est à l'union sacrée des cœurs et des esprits pour faire face aux défis du moment. L'Afrique ne peut demeurer simple spectatrice qui se désole du malheur de la case du voisin qui brûle. Les Maliens sont en droit d'attendre la solidarité pleine et entière de la grande famille africaine. Mais c'est aussi un devoir filial et non une ingérence de se sentir concerné par ce qui se passe ici et de faire en sorte que l'incendie qui tend à se propager soit judicieusement maîtrisé pour ne pas embraser davantage. Le peuple malien peut compter sur leur soutien, déclare-t-il. Notre présence, visite au Mali, n'est donc pas du tourisme ou de la villégiature. Nous venons animés de bonne volonté pour constater par nous-mêmes la réalité du pays, mesurer l'ampleur des défis, réaliser les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et voir les efforts déployés pour les résoudre et tenir les engagements pris qui,
apparemment sont devenus source de discorde avec l'organisation régionale. Le Premier ministre, pour sa part, a remercié les majestés pour leur présence au Mali, qu'il qualifie de geste humain et de grande fraternité. Lorsqu'ils sont venus donc nous dire la décision que les rois ont prise de se rendre au Mali, de parler avec les Maliens, de comprendre ce qui se passe au Mali, pour se faire eux-mêmes une religion, afin, si nécessaire, d'intervenir auprès des chefs d'État africains. Lorsque ce compte rendu nous avait été fait, nous en étions très heureux, mais nous n'en étions pas surpris. Retenons qu'au cours de cette rencontre, Choguel Kokala Maïga a annoncé à ses hôtes que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a saisi le président en exercice de la CEDEAO pour l'informer qu'un chronogramme clair du processus de la transition sera disponible avant le 31 janvier 2022. Désormais, toutes les activités de la MINUSMA feront l'objet d'un suivi rigoureux par le chef du gouvernement. Le comité stratégique de suivi, tel est le nom de cette nouvelle entité créée par les autorités maliennes et placée sous la tutelle du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Selon le décret, le CSS est chargé d'assurer le suivi de l'exécution du mandat de la MINUSMA, de recueillir des informations sur toute autre donnée sur les activités de la mission de l'ONU, d'instaurer un cadre permanent d'échange relatif à la transition et à l'accord d'Alger et d'en informer le gouvernement sur toutes les activités menées par la MINUSMA. Outre ces missions, le décret donne également toute la latitude aux membres du comité de décider en toute responsabilité la publication des notes d'analyse sur la situation sécuritaire, les questions politiques, institutionnelle et celle sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Autre sujet à présent, Avenir Enfants Sahel, AVES, a clôturé ses 6 jours d'ateliers de plaidoyer, d'information et de sensibilisation des autorités locales et des leaders communautaires sur le phénomène des enfants en situation de rue dans les mairies des 6 communes de Bamako. C'était ce mardi 21 décembre 2021 à la mairie de la commune 3. L'ONG Avenir Enfants Sahel AVS a clôturé sa série de campagnes d'information et de sensibilisation sur les phénomènes des enfants en situation de rue. L'objectif est de renforcer la connaissance des autorités locales et des leaders communautaires sur la question afin de trouver des solutions pour les enfants en situation difficile. Ces différents ateliers ont ajouté un engagement de plus aux différents acteurs. Bon, si on prend le niveau communal par exemple, il y a beaucoup de communes qui ont confirmé, qui ont affirmé qui vont inscrire la situation de ces enfants dans leur PDSEC. Donc ça veut dire que là, ce n'était pas encore tout à fait pris en compte. Mais à partir de ces ateliers, un des résultats tangibles de cet atelier est que désormais, ces différentes communes-là vont prendre en compte dans leur PDSEC, qui est le programme de développement communal, la situation, cette question des enfants en situation de rue. Donc, deuxièmement, les acteurs associatifs aussi se sont engagés à donner plus d'informations après avoir mieux compris la situation de ces enfants. Les travaux de formation ont également permis de renforcer les liens entre les différentes entités participantes dans le but de relayer au mieux les messages véhiculés au cours de cet atelier. Ces différents ateliers ont permis de renforcer les liens qui vont désormais se tisser entre ces différents groupes. Ceci aussi est très très important et je dis que c'est l'un des objectifs, rapprocher les différents acteurs. Et le troisième point de satisfaction, je dirais que c'est vraiment une meilleure connaissance de la situation de ces enfants en rue. Et les différentes animations, les différentes présentations ont permis aux gens de mieux connaître et de mieux comprendre la situation de ces enfants. Et nous pensons qu'à l'issue de ça, il y aura plus d'engagement en faveur de ces enfants. Donc nous pensons que le message sera au niveau des familles, au niveau des zones, des lieux de culte, je pense aux mosquées, aux églises et même au niveau des regroupements de jeunes et d'associations. Cette série de formations, faut-il les rappeler, concernait les acteurs institutionnels, étatiques et associatifs des 6 communes du district de Bamako.
Ce mercredi 22 décembre 2021, le chapitre Internet Society a tenu un atelier de plaidoyer portant sur la détaxation du matériel informatique au Mali. Fanta Diarra et Moussa Tembine pour le reportage. Après des constats sur la taxation appliquée au matériel informatique au Mali, c'est dans cette optique que le chapitre malien de Internet Society a décidé de s'attaquer à cette problématique par l'organisation d'un atelier de plaidoyer en réunissant les différents acteurs de l'écosystème autour de la question. Internet Society est une organisation qui œuvre pour la vulgarisation de l'Internet. Cet atelier permettra de faire un plaidoyer sur la baisse du prix des matériels informatiques au dire du président de l'ISOC Mali. C'est un atelier qui vise deux objectifs principaux. On veut vraiment faire un plaidoyer pour élargir vraiment le champ du matériel informatique non taxable. Et puis après, faire un plaidoyer pour baisser vraiment les tarifs en ce qui concerne les taxations au niveau du matériel informatique. Parce que nous sommes convaincus que si on arrive à supprimer par exemple les taxes douanières, l'ensemble des taxes qui sont appliquées sur le matériel informatique, si on arrive à les supprimer, ne serait-ce que pour 5 ans, 10 ans, nous allons tous, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement, les entreprises, tout le monde va profiter de ce laps de temps pour s'équiper. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, dire que cela va faire des pertes parce que les taxes vont être baissées, il y aura des pertes, etc. Non, au contraire, ça va augmenter les recettes. Cet atelier vise deux objectifs principaux, à savoir élargir le champ du matériel informatique non taxable et baisser le niveau de taxation pour les matériels informatiques concernés, ajoute le président de la commission senior ISOC Mali. Donc il est temps que dans notre pays, on favorise les entreprises qui travaillent dans ce domaine, qu'on détaxe le matériel comme on le fait pour le matériel médical, comme on le fait pour l'énergie solaire, pour que les petites entreprises qui sont là s'équipent. On peut même prendre un délai de 5 à 10 ans pour que tout le monde s'équipe d'abord. Étant donné que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables, cet atelier permettra le développement du pays, soutient notre interlocuteur. Si l'État prend des initiatives qui incitent à la création de start-up, c'est-à-dire des entreprises dans le domaine des TIC, à travers la détaxation et d'autres mesures de facilitation fiscale, beaucoup de jeunes ingénieurs dans le domaine des TIC vont créer des entreprises, vont créer des solutions qui vont offrir aux autres domaines de la vie socio-économique. Aucun domaine ne peut se passer aujourd'hui de l'utilisation des TIC. À noter que cet atelier prendra fin ce mercredi 22 décembre 2021. Maintenant, direction l'Égypte pour l'image du jour. Il s'agit du mont Sinaï ou Djebel Moussa, montagne de Moïse, une montagne d'Égypte située dans le Sinaï et culminant à 2285 mètres d'altitude. Le mont est surtout célèbre dans le récit biblique pour avoir été le lieu où Moïse rencontra Dieu pour la première fois au buisson ardent et où il reçut les 10 commandements et de nombreuses autres lois pour le peuple hébreu. Le mont Sinaï est situé au nord-est de l'Égypte, dans le gouvernorat du Sinaï Sud, au niveau de la pointe sud de la presqu'île du Sinaï, à 50 km des côtes de la mer Rouge et d'El Tor et à 160 km environ à vol d'oiseau de Caire. Le sommet s'élève à 2285 mètres d'altitude. Le mont Sinaï est un lieu saint qui prend une place importante dans les religions monothéistes méditerranéennes. C'est là que dans la religion hébraïque, Moïse, après avoir libéré le peuple hébreu d'Égypte et avoir traversé la mer Rouge qui se referma ensuite sur l'armée égyptienne, reçut de Yahweh le décalogue, les 10 commandements, également appelés les tables de la loi. La Bible cite également cet épisode de l'exode du peuple hébreu vers Canaan, mais il est cependant fait référence au mont Horeb, qui serait, selon l'avis d'experts en théologie, une autre appellation du mont Sinaï. Le Coran y fait également référence dans la sourate 52 à Tour, le mont Sinaï, et par le premier verset de la sourate par le mont Sinaï. Une petite mosquée est construite au sommet du mont Sinaï. La page internationale à présent avec Fanta Diarra. 2 candidats de premier plan de l'Ouest libyen,
à la présidentielle en Libye en passe d'être reportée, effectue une visite inédite à Benghazi où ils ont rencontré Fatih Bachaga, ancien vice-premier ministre et candidat. Cette réunion donne un signe d'espoir à tous les Libyens. Les Libyens sont toujours capables d'aider à conduire le pays vers un état de stabilité. Les capacités et les compétences pour surmonter ces défis afin d'aider le pays à évoluer. Les candidats à la présidence de la Libye se réunissent aujourd'hui afin d'unifier les efforts nationaux pour faire face aux défis et aux événements que notre cher pays connaît ces jours-ci. Cette réunion donne un signe d'espoir à tous les Libyens. Dans une scène rappelant le conflit qui a fait rage aux portes de Tripoli jusqu'en juin 2020, des véhicules armés de mitrailleuses et un char se sont mobilisés dans une banlieue de la capitale libyenne. Des écoles et universités ont été forcées de fermer et des rues bloquées par des barrages de sable et surveillées par des hommes armés en uniforme kaki. La situation s'est détendue en milieu de journée avec la réouverture de la plupart des rues à la circulation, selon la presse. Mais la mission d'appui de l'ONU en Libye s'est dite préoccupée par l'évolution de la situation sécuritaire à Tripoli. Entre avril 2019 et juin 2020, le maréchal septuagénaire avait tenté en vain de conquérir militairement la capitale Tripoli. La ville portuaire de Misrata, située à quelques 200 km de Tripoli, avait fourni un grand nombre de combattants ayant aidé à repousser l'offensive des forces de Haftar. Un cessez-le-feu a été signé en octobre 2020 et un nouveau gouvernement unifié mis sur pied en début d'année, à l'issue d'un processus laborieux chapeauté par l'ONU pour gérer la transition d'ici l'hypothétique présidentielle du 24 décembre. La sécurité, elle, reste précaire avec des affrontements sporadiques entre groupes armés. Un hélicoptère de l'armée s'est écrasé au large des côtes du nord-est de l'île, faisant 2 disparus et laissant 2 survivants, dont le secrétaire d'État à la gendarmerie qui a nagé près de 12 heures pour rejoindre le rivage. J'ai pris la chaise du pilote comme bouée de sauvetage, dit-il au cours d'un entretien à la presse. On ne s'y attendait pas du tout. C'était un accident. L'hélicoptère a reçu des rafales de vent et on est tombé. C'était aux environs de 19h. On pouvait très bien voler. On pouvait faire un vol de nuit. Nous avions de la lumière. C'était une rafale de vent. Ce n'était pas de la faute du pilote. Ce n'était pas un problème d'hélicoptère non plus. Il y avait mon élève, le colonel Adriana Ambini Olivier, le pilote, un médecin et moi. Moi, j'étais derrière le pilote. L'hélicoptère est tombé et s'est détruit. Moi, je n'avais pas de gilet de sauvetage, mais le pilote et le médecin en avaient. J'ai pris la chaise du pilote comme bouée de sauvetage et c'est comme ça que j'ai été sauvé. J'ai nagé de 19h30 du soir jusqu'à 7h du matin. Je remercie le Seigneur. Il était environ 4h du matin. On arrangeait nos vols et on l'a vu. Et il a appelé au secours. Il a dit, au secours, notre hélicoptère est tombé. Aidez-nous. On est retourné sur terre pour prendre un plus grand bateau pour aller le sauver. Des images diffusées par la télévision d'État iranienne déclarent des manœuvres des forces armées du pays dans le cadre de 5 jours d'exercice militaire dans 3 provinces du pays, dont à Boucher, non loin de la seule centrale nucléaire du pays. Durant ces exercices militaires, nous avons utilisé des armes et des munitions entièrement iraniennes, a affirmé le commandant de la marine, l'amiral Ali Reza, à la presse. Selon la même source, les missiles sol-sol ont été tirés mardi et les systèmes de défense anti-aérienne ont été actionnés à partir des navires ou depuis la côte, sur la rive du Golfe. Des exercices de guerre biologique ont également fait partie du programme intitulé Payambar-i-Azdam, qui signifie grand prophète. En outre, des bateaux de technologie iranienne dont la vitesse peut atteindre 75 à 95 nœuds et peuvent lancer des missiles de grande précision ont également été utilisés lors de ces exercices qui ont eu lieu dans les provinces de Boucher, Hormozgan et Khuzistan. Le 4 décembre, un test de la défense aérienne iranienne avait eu lieu
dans la région de Natanz, dans le centre de l'Iran, a suivi une explosion qui a été entendue à une vingtaine de kilomètres du complexe nucléaire Shahid Ahmadi Roshan. Un mot de culture avant de refermer ce journal. Le jeune réalisateur malien Youssouf Doumbia a remporté le dimanche 19 décembre 2021 le trophée du meilleur film fiction de la 3e édition du festival, les 7 jours du 7e art de Guinée, avec son film intitulé Balkissa. Balkissa raconte l'histoire d'une jeune dame de la trentaine veuve, chassée de sa maison par sa belle-mère. Elle regagne le domicile familial. Oumou, la femme de son frère jumeau, n'appréciera guère sa présence. Cette 3e édition du festival comptait une cinquantaine de films issus d'une dizaine de pays africains, de France et du Canada. 26 films ont été retenus pour la compétition officielle qui a vu 6 films primés, dont Balkissa de Youssouf Doumbia. Créé en 2018, le festival Les 7 jours du 7e art est un espace de rencontre, d'échange et surtout d'expression pour les cinéastes à travers leurs œuvres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Djoliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos antennes. Alors, excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.